Le 7-9 de France Inter, première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr. Avec Léa Salamé, 8h18, notre invité ce matin pour le grand entretien de France Inter est le Premier ministre de la France. Auditeur d'Inter, vous avez la parole au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux, l'application France Inter et sur le Facebook Live d'Inter où vous pouvez suivre cet entretien en direct. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour Nicolas Demorand. Deux questions, Monsieur le Premier ministre, avant d'entrer dans le cœur de la réforme. Le mouvement social était annoncé à la SNCF, ses modalités exposées par les syndicats. Les 2 premiers jours de grève ont été massivement suivis. Est-ce que vous nous dites ce matin que quelle que soit la durée de ce mouvement, quelle que soit la durée de cette grève, vous ferez cette réforme ? Je vous confirme que nous sommes déterminés à mettre en œuvre cette réforme. Je préférerais que le mouvement social, que la grève, qui est respectable au sens où une liberté constitutionnelle doit être respectée, je préférais qu'elle soit la moins longue possible. J'observe que dans ses modalités de construction et d'organisation, elle a été pensée et assumée d'ailleurs par ceux qui l'organisent pour avoir l'impact le plus gênant, le plus perceptible possible pour les clients et les usagers de la SNCF. Vous redoutez qu'elle dure ? Je préférais qu'elle ne dure pas, parce que je pense à tous ceux qui ont besoin du train pour aller travailler, pour aller retrouver leurs proches, pour se déplacer, être libre d'aller et de venir. Je vous fais observer du reste que c'est une autre liberté constitutionnellement garantie. Et je pense à eux parce que vous avez vu comme moi beaucoup d'images de Françaises, de Français qui, hier et avant-hier, ont singulièrement souffert pour pouvoir se déplacer et aller à leur travail. Donc je respecte bien entendu les grévistes, mais vous comprendrez, je crois, que je respecte au moins autant ceux qui ne font pas la grève et qui en subissent les effets. Un sondage publié dimanche indiquait que 46% des Français trouvaient ce mouvement de grève justifié, chiffre en augmentation. En dépit des désagréments, une autre enquête publiée hier montrait que 56% des sondés estiment que le gouvernement doit modifier sa réforme en tenant compte des contestations. Vous annulez par ailleurs un déplacement prévu au Mali pour rester en France ce week-end. Il semble y avoir urgence. Redoutez-vous que l'opinion se retourne ? Non, je ne retourne pas, je ne redoute pas ce genre de retournement. Je sais que les perceptions des mouvements sociaux peuvent fluctuer, changer, parfois être très positives, ensuite être très négatives ou l'inverse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de commenter et de regarder l'opinion. Ce qui m'intéresse, c'est un baromètre au moment moment où on entre précisément dans un conflit qui peut durer. Justement, je ne suis pas fasciné par le baromètre. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le cap. Vous voyez la différence. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire en sorte que nous trouvions une solution pour garantir un fonctionnement efficace, de qualité, de la SNCF et de l'ensemble du monde ferroviaire dans les années qui viennent. Ça, c'est une vraie question. Indépendamment de tous les baromètres de la Terre, ça, c'est une vraie question. Mais la réforme que nous mettons en place, la réforme n'est pas comprise encore ou peu lisible. Et elle est d'abord compliquée. Il faut l'expliquer, vous avez parfaitement raison. On va y venir. Elle est en plus ouverte à la discussion. Il y a des choses qui sont ouvertes à la discussion dans cette réforme. Nous l'avons dit dès le début, d'ailleurs nous l'avons montré puisque nous avons intégré un certain nombre de remarques qui nous ont été faites dans le calibrage de l'ouverture à la concurrence qui a été présenté à l'Assemblée nationale à partir de lundi dernier. Qu'est-ce qui est ouvert désormais sur la table ? L'organisation de l'entreprise. Quand nous avons annoncé notre méthode et notre objectif, nous avons dit qu'un certain nombre de choses n'étaient pas négociables. Nous allons ouvrir à la concurrence le domaine ferroviaire. Nous allons transformer l'organisation de l'entreprise. Nous allons mettre fin au recrutement au statut. Ça, ce sont des décisions qui ont été prises, ce sont des axes qui sont assumés. Mais à l'intérieur de ce cadre, il y a beaucoup de choses qui peuvent être discutées. Les conditions dans lesquelles on ouvre à la concurrence, les conditions dans lesquelles est organisée l'entreprise. Je voudrais vous en donner un exemple, pardon s'il est un peu technique. Aujourd'hui, la SNCF, c'est 3 établissements publics. Un établissement public dont on dit qu'il est l'établissement public de tête, et puis la mobilité et le réseau. On a l'impression qu'il y a un patron à la SNCF, la vérité c'est qu'il y en a 3. Et quand vous avez un problème comme à Montparnasse il y a quelques mois, vous vous demandez si c'est un problème de mobilité ou un problème de réseau, et qui vous devez appeler, et qui va régler le problème. Moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que la SNCF soit une entreprise unie, unifiée. Et il faut revenir à l'unité du groupe, souple dans son organisation, car on en a besoin dans un monde qui sera ouvert à la concurrence, et à capitaux publics. Et à l'intérieur de ce triptyque, unité, souplesse, capitaux publics, on peut discuter de la meilleure façon d'organiser l'entreprise. Et les syndicats savent parfaitement, puisque nous avons des discussions en la matière. Mais c'est pas tellement qu'il pourrait, Nicolas Demorand. C'est qu'il faut. C'est qu'il faut. Il faut qu'il y ait un seul patron.
J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi la fin du statut social des cheminots va permettre au train d'arriver à l'heure. Poser la question comme ça, c'est la poser avec l'idée que nous nous attaquerions, entre guillemets, à des choses qui seraient sans importance. La vérité, c'est Non, sans rapport peut-être. C'est pas mais la question de l'importance. la vérité, c'est que si nous faisons cette réforme, c'est pour faire en sorte que la qualité du service public, que la qualité du service ferroviaire s'accroisse. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le statut social des cheminots? Vous savez parfaitement, Monsieur Demorand, parce que je crois que l'ensemble des Français le savent, que cette qualité du service public, que cette qualité du service ferroviaire à laquelle ils sont attachés, j'ai aucun doute là-dessus, elle se dégrade. Elle se dégrade à cause du statut social des cheminots? Non, elle se dégrade pour un ensemble de causes. Un sous-investissement, une incapacité de l'entreprise, d'ailleurs parfois presque désincitée par l'État à s'organiser opérationnellement de façon plus efficace, des lourdeurs dans la gestion, un coût opérationnel de fonctionnement du train français qui est excessif. Pardon pour tous ces mots, pour tous ces concepts, mais la vérité, c'est que l'entreprise n'est pas à la hauteur de ce que les Français sont en droit d'attendre d'elle, ni dans son fonctionnement financier, ni dans son fonctionnement opérationnel. Et pour améliorer tout cela, il faut régler la question de la dette, il faut régler la question des investissements, et il faut aussi retrouver des leviers. Attendez, j'y viens. Il faut aussi retrouver des leviers de transformation. Il faut aussi retrouver des leviers de transformation de l'entreprise. Ça passe par le respect du statut pour ceux qui en disposent déjà, mais c'est vrai, pour ceux qui entreront dans l'entreprise dans les années qui viennent, le fait de ne plus être recrutés au statut. Est-ce parce que les cheminots aujourd'hui ont trop de droits que les trains arrivent en retard? C'est ma question, elle est simple. C'est pour toute une série de raisons que les trains n'arrivent pas à l'heure. Non mais là c'est sur le statut des cheminots. La rigidité opérationnelle de la boîte est un problème. Voilà. La rigidité opérationnelle de la boîte est un problème. Le sous-investissement de l'État dans la boîte est un problème. Le fait que cette entreprise, qui chaque année touche un montant de plus en plus important d'argent public, qu'il vienne de l'État ou des collectivités territoriales, chaque année, vous connaissez les chiffres, Monsieur Demorand, ils sont importants, il faut les avoir en tête. Nous payons, globalement, le contribuable public paye 22% en plus d'il y a 10 ans pour le fonctionnement de la SNCF. Et alors même que chaque année, nous mettons de plus en plus d'argent public, la dette s'accroît. Le déficit est réel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons réparer l'entreprise si nous voulons faire en sorte que demain, elle puisse repartir. On va revenir tout de suite à la question de la dette, mais sur la question de l'ouverture à la concurrence de la SNCF, est-ce que les bienfaits de cette concurrence, Édouard Philippe, c'est pour vous une certitude? Les trains rouleront mieux, ils seront plus ponctuels, plus confortables, moins chers. C'est une certitude ou un pari? C'est une conviction. Oui, donc c'est une conviction. Elle n'est pas étayée sur autre chose qu'un sentiment personnel. Non, elle est étayée sur l'expérience et sur la comparaison. L'expérience, c'est le fait qu'il y a un bon nombre de domaines économiques où nous avons ouvert à la concurrence et où la qualité de service pour l'usager s'est améliorée. C'est vrai dans le transport aérien, c'est vrai dans la téléphonie. Bah oui, c'est vrai dans le transport aérien, les coûts ont baissé, les offres se sont multipliées, c'est vrai dans la téléphonie. Un peu particulier le rail, hein ? Très bien. Vous dites le rail, c'est un peu particulier. C'est là que je ne vais plus m'appuyer sur l'expérience, mais sur la comparaison. En Allemagne, je ne crois pas qu'on soit plus intelligent que les Allemands, Monsieur Demorand, mais je ne pense pas qu'on soit beaucoup plus bête. En Allemagne, vous avez un système avec une entreprise publique, avec des investissements publics importants, dans un monde concurrentiel, où la qualité de service s'accroît, la diversité des offres s'accroît, la ponctualité des trains s'accroît. Il y a des contre-exemples, vous le savez bien, Monsieur le Premier ministre. Très bien, mais traitons cet exemple-là. Il y a autant de contre-exemples qu'il y a d'exemples. Traitons cet exemple-là. Et donc, l'exemple allemand, il est proche. Que la concurrence est positive chez vous, mais pas une preuve. Je vous dirais bien de traverser le Rhin, d'aller voir comment fonctionne le train allemand. On peut traverser la Manche aussi. Oui, mais ce n'est pas l'organisation que nous avons retenue. C'est-à-dire que vous pouvez me dire l'Angleterre, c'est pas bien. C'est pas le modèle que nous avons retenu. Nous avons retenu un modèle qui s'inspire de ce qui existe déjà. Et franchement, si ça marche là-bas, pourquoi voudriez-vous que ça ne marche pas ici? Je vous pose la question. Comme les Allemands... À laquelle vous ne répondez pas.
moi je pose les questions en fait, vrai. Je vous les pose, c'est vous qui répondez pas d'ailleurs à un certain nombre d'entre elles. Vous citez les Allemands, la Deutsche Bahn, qui est née après la réunification des deux Allemagnes. L'État fédéral allemand avait repris la dette des entités fusionnées à l'époque. Est-ce que l'État français va reprendre tout ou partie de la dette de près de 47 milliards d'euros de la SNCF? C'est une question qui est devant nous. On l'a d'ailleurs, je l'ai moi-même évoqué au moment où j'ai annoncé le contenu de la réforme, en disant qu'il y avait cette question de la dette considérable. On parle de 40, vous dites 47, d'ailleurs ça dépend un peu comment on compte, mais enfin on va dire entre 47 et 50 milliards, c'est 3 milliards de plus tous les ans de toute façon. Donc c'est considérable, c'est beaucoup d'argent pour un pays, la France, qui est déjà lourdement endetté. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va traiter ce fardeau qui pèse sur l'entreprise et qui est une des raisons de ces difficultés. Une des raisons, pas la seule, mais vous une allez de la ces raisons. reprendre alors ou pas, cette dette? Nous avons indiqué que nous voulions que la SNCF, que l'entreprise, transforme son mode de fonctionnement, qu'elle fasse des réformes opérationnelles qui lui permettent d'être plus efficace et que, c'est la façon dont j'ai indiqué la position du gouvernement, avant la fin du quinquennat, si la SNCF respectait ses engagements, le gouvernement prendrait ses responsabilités. Nous sommes en train de discuter avec la SNCF, avec les organisations syndicales, vous le savez, je crois qu'il y a une réunion qui est prévue aujourd'hui au ministère des Transports. Et donc cette question, elle est devant nous. Mais je ne veux pas, monsieur Demorand, je veux le dire clairement, je ne veux pas prendre un engagement alors même que, à ce stade, rien n'a changé dans le fonctionnement de la SNCF. Ce qui reviendrait à dire... Donc on est encore sur un arbitrage sur le principe même d'une reprise de la dette. Pas du tout, puisque vous avez bien compris ce que je viens de dire. Pas du tout, puisque vous avez parfaitement compris ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas dire aux Français, les Français vont payer cette dette, la reprendre, alors qu'ils n'ont aucun élément leur permettant de penser qu'à l'avenir, on ne va pas retomber dans 3 milliards de déficit annuel supplémentaire chaque année. Donc la question est devant nous. Je suis ouvert à la discussion, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel rythme, et en contrepartie d'engagements extrêmement clairs, extrêmement fermes, et qui transforment le fonctionnement opérationnel de l'entreprise. Le calendrier d'une reprise éventuelle de la dette, considérant tout ce que vous venez de dire, ça pourrait être quand, Édouard Philippe? À partir de quel moment vous estimerez que le sujet est mûr? C'est trop tôt pour le dire. Donc il y a un vrai point d'interrogation. C'est une discussion qui est en cours. Je peux difficilement, voyez-vous, donner le point d'aboutissement d'une discussion et d'une réflexion avant qu'elle ait eu lieu. Le président de la République, en juillet, avait échangé avec un certain nombre de cheminots en leur proposant un deal qui était très simple. Reprise de la dette de la SNCF contre révision des conditions sociales. La révision des conditions est sur la table, mais la partie de chemin que vous devez parcourir, la dette, non, elle n'y est pas. Mais je viens dire exactement l'inverse, monsieur Demorand. Non, vous avez dit je viens de dire exactement l'inverse. Vous alliez observer si les transformations de l'entreprise permettaient de... Vous n'avez pas dit nous reprendrons cette dette. Je suis triste si nous donnons le sentiment de ne pas nous comprendre. Peut-être est-ce que parce que je ne suis pas suffisamment clair. Nous sommes exactement devant cette discussion. Donc je l'ai dit en entrée de discussion en janvier. Le gouvernement prendra ses responsabilités. Il les prendra avant la fin du quinquennat et il les prendra dans la mesure où l'entreprise prendra les siennes. Une dernière question avant de passer le micro et la parole à Léa Salamé. Les images du bain de foule d'Emmanuel Macron au Touquet en tenue de tennis ce week-end, c'est de l'indifférence à la situation que traverse le pays avec cette crise de la SNCF, ou c'est le syndrome qui finit par toucher tous les présidents, quel que soit leur âge, éloignement et grande confiance en soi? D'abord, je ne crois pas avoir vu ces images, donc vous me permettrez de ne pas les commenter. Je les ai décrites. Non, mais je les entends, mais comme je ne les ai pas vues, je me permets de ne pas les commenter. Par ailleurs, si le président, pendant un week-end, va aller jouer au tennis, ce n'est pas le sujet. Vous n'avez pas abordé ce conflit avec une forme de suffisance. Gabriel Attal, porte-parole de La République En Marche, a dit ici même sur Inter qu'il fallait rompre avec la gréviculture française. Est-ce que vous reprendriez ce mot, cette sémantique, où vous estimez que c'est déplacé? Mais j'entends votre question. Je me permets de commenter ce que je dis moi. C'est La République En Marche, là, quand même. Je n'ai jamais critiqué ou attaqué les cheminots. Je n'ai jamais contesté à personne le droit de faire grève, jamais.
Je me suis toujours placé dans une situation où j'entrais dans des discussions, dans une question sociale ou dans un conflit social, en respectant ceux qui étaient de l'autre côté de la table. Toujours. Je le fais avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de tranquillité et avec beaucoup de détermination, parce que l'expérience que j'ai, c'est que c'est comme ça qu'on avance. Et ça, on peut vous le reconnaître effectivement au micro d'Inter ce matin. Il est 8h33. Léa Salamé. Monsieur le Premier ministre, autre contestation qui prend de l'ampleur, celle des universités contre la réforme Parcoursup. Une vingtaine de facs sont bloquées. Et alors que les examens de fin d'année approchent, hier à Lille, les étudiants ont voté l'annulation des examens et ils demandent aux professeurs de mettre 10 sur 20 à tout le monde. Vous en pensez quoi ? D'abord, je regarde cette situation avec beaucoup de vigilance parce que ça concerne les universités, ça concerne la jeunesse de France, ça concerne la France de demain, celle qui se forme, celle qui s'instruit, celle qui s'élève et celle qui va contribuer à la richesse, au rayonnement et je dirais au bien-être de l'ensemble de la population. Donc, je regarde ça avec beaucoup de vigilance. Et puis, vous connaissez l'adage. Les jeunes, c'est comme le dentifrice. Quand c'est sorti du tube, c'est difficile de re-rentrer. Oui, c'est une jolie formule, mais c'est une question qui est tellement sérieuse que je ne veux pas m'abandonner à ces jolies formules. Il y a dans ces blocages d'amphi ou parfois de sites universitaires beaucoup de violence. Il y a eu beaucoup de violence. Moi, j'ai entendu sur votre antenne, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, Olivier Besancenot. C'était hier. C'était hier, c'est ça. A assumé le fait qu'il était un révolutionnaire. Et d'une certaine façon, encourager vivement les étudiants à suivre à la fois son inclinaison personnelle et les conseils qu'il pouvait prodiguer. Il y a une très forte mainmise d'une partie étudiante, parfois d'ailleurs pas étudiante, de l'extrême gauche sur le début de ces mouvements. Ça vous inquiète ? Avec une forme de violence. Vous avez peut-être vu, Madame Salamé, comme moi je les ai vus, les photos des amphis à Paris, à Grenoble, dévastés, tagués, avec des inscriptions qui, dans le contexte dans lequel nous vivons, ne sont absolument pas neutres. Quand je vois sur le mur d'un amphithéâtre un bon flic, c'est un flic mort, aujourd'hui, après la semaine que j'ai passée, que la France vient de passer, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de neutre là-dedans. Vous reconnaissez qu'il y a eu aussi des violences, et notamment à Montpellier, absolument. De groupes d'extrême droite, absolument. Absolument. Mais d'ailleurs, elles sont tout aussi condamnables. Tout aussi condamnables. Je condamne toutes les violences contre les personnes et contre les biens. Sur les examens, les examens doivent avoir lieu. L'idée, je vais vous dire... Ils auront lieu. Mais bien entendu. Dans les meilleures conditions. Mais évidemment. Et l'idée que des étudiants réclament d'avoir, quoi qu'il arrive, soit de ne pas avoir d'examen, soit quoi qu'il arrive, d'avoir la moyenne à leurs examens, me laisse rêveur sur la conception qu'ils ont eux-mêmes de leur travail, de la chance qu'il leur est donnée d'aller à l'université. Je le dis comme je le pense. J'observe que cette vision des choses me semble extrêmement minoritaire chez les étudiants. Heureusement d'ailleurs. 30% de parlementaires en moins, 15% de proportionnels. Vous avez présenté hier la grande réforme institutionnelle promise par Emmanuel Macron. Oui. Mais alors que vous menez toutes vos réformes tambour battant, vous avez annoncé que vous vouloir la voter en 2019 et non plus dès cet été, comme l'avait promis Emmanuel Macron. Est-ce pour vous donner plus de temps, Monsieur le Premier ministre, pour être clair, de convaincre les plus réticents, d'obtenir la majorité des 3/5 et de ne pas passer par le référendum ? Non, c'est simplement parce que quoi qu'il arrive, ça prend du temps. Je veux dire, une révision constitutionnelle, compte tenu des dispositions de l'article 89 de la Constitution, ça prend du temps. D'accord, mais Emmanuel Macron avait dit ce sera traité cet été, été 2018. On aura une première lecture à l'Assemblée nationale avant la pause estivale, ça on peut parfaitement le garantir. Compte tenu des délais, on ne peut pas garantir une lecture au Sénat, une première lecture au Sénat avant le deuxième semestre. Elle aura lieu au deuxième semestre. Je ne sais pas encore si l'Assemblée nationale et le Sénat se mettront d'accord au terme d'une première lecture, mais reconnaissez avec moi que c'est peu probable et qu'il faudra donc avoir une deuxième lecture à l'Assemblée nationale, puis une deuxième lecture au Sénat. Là encore, donc ça 2019. Prend du temps. Dire que la réforme a vocation à être parachevée en 2019, c'est simplement dire la vérité sur la lenteur du process. Et je vais vous dire, Madame Salamé, s'agissant de révision de la Constitution, ça ne me choque pas qu'on aille à un rythme, sinon de sénateur, au moins un bon rythme. Oui, j'allais vous dire, vous êtes moins prompt à aller vite avec les sénateurs qu'avec les cheminots. Mais est-ce que le référendum est toujours sur la table ? Alors là encore, vous savez que l'article 89 prévoit que la question se pose au président de la République de savoir s'il veut privilégier le Congrès au 3/5 ou le référendum devant les Français, après que le texte a été voté dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat.
quand le texte aura été voté, s'il est voté un jour dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce que je crois, ce que j'espère, ce que je pense possible, alors le président de la République choisira s'il doit passer au Parlement ou devant les Français. Et tout indique, compte tenu de la méthode que nous avons retenue pour travailler, que nous nous plaçons plutôt dans une logique de travail parlementaire et donc de réunion du Congrès. Mais c'est une liberté qui sera offerte à l'appréciation du président après que les textes auront été votés dans les mêmes termes. Vous avez eu des garanties du président du Sénat, Gérard Larcher? Vous avez réussi à l'amadouer avec les concessions? Pas de garantie. On n'est pas en train de marchander derrière le comptoir. Il s'agit de discussions sérieuses, de discussions où chacun fait part de ses convictions. Et elle continue. Avec une logique de travail qui a été exprimée par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par l'ensemble des acteurs. Et je m'en félicite. Allez, intervenez, amis auditeurs, 01 45 24 7000. On va rester sur la réforme constitutionnelle, je crois. Bonjour Bernard, vous nous appelez de Toulouse. Bienvenue. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour monsieur. Bonjour la matinale de France Inter. Bonjour. Ma question est la suivante. Donc vous avez le résultat du pourcentage de la proportionnelle est de 15%. C'est ce que j'ai lu et ce que j'ai écouté. Et donc, compte tenu du soutien de François Bayrou à Emmanuel Macron pendant la présidentielle, comment avez-vous vendu ce pourcentage de proportionnel à François Bayrou? Merci Bernard pour cette question. Le Premier ministre Édouard Philippe vous répond. Monsieur, moi je vends rien. L'engagement du président de la République, c'est... Comment avez-vous défendu alors, cet arbitrage? mais l'engagement du président de la République, il était d'une très grande clarté. Il voulait qu'on réduise le nombre de parlementaires et que dans ce nombre réduit de députés, on introduise une dose de proportionnelle. Pourquoi? Parce que le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours qui prévaut pour l'élection des députés, c'est un bon scrutin. Il permet la définition de majorité stable et donc il est important que notre système reste majoritairement organisé sur le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Mais il a des inconvénients. Et notamment, il a l'inconvénient qu'on connaît parfaitement en France, d'exclure, dans les faits, une très large partie de l'opinion publique qui s'est exprimée au moment du vote de l'Assemblée nationale. Et donc l'idée de cette introduction d'une dose de proportionnelle, 15% des députés, 60 sur 405, 61 sur 405, c'est de permettre justement à des courants politiques qui existent, qui sont légitimes et qui ne sont que très peu représentés, voire pas du tout représentés à l'Assemblée nationale dans un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, d'y avoir accès. Ça permet la meilleure représentation des Français à l'Assemblée nationale et je pense que de ce point de vue-là, ça n'est pas une remise en cause du scrutin majoritaire, c'est une correction utile au biais du scrutin majoritaire. On retourne au standard. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour France Inter, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour monsieur. J'ai une question. Pourquoi détestez-vous autant les territoires ruraux? Je peux lister les mesures que vous avez prises et que ce gouvernement a pris depuis son entrée en fonction. C'est la hausse des carburants pour les gens qui sont obligés de prendre leur voiture. C'est la fin des services publics de transport et notamment ferroviaires. C'est les fermetures de classes dans les écoles primaires. C'est la fermeture des guichets des services publics locaux et dans les sous-préfectures, ne serait-ce que pour faire des papiers d'identité ou faire des documents pour sa voiture. C'est aussi le 80 km/h qui pénalise les zones rurales et pas les métropoles. Alors pourquoi votre politique ne privilégie-t-elle que les métropoles au détriment des campagnes? Merci pour cette question. Le Premier ministre vous répond. Merci pour cette question qui me permet d'infirmer complètement le postulat sur lequel elle est fondée. Nous ne détestons pas les territoires ruraux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. C'est pas telle ou telle partie du territoire de la France. C'est la France et c'est les Français. Et il se trouve que dans les éléments que vous me reprochez, il y a un certain nombre d'éléments qui ont commencé il y a très longtemps, qui ont été très puissants depuis très longtemps. Vous le savez parfaitement, par exemple. Cet appauvrissement des services apportés dans les sous-préfectures, il date pas d'il y a 6 mois, monsieur. Et vous le savez parfaitement. Ce sentiment puissant de relégation d'un certain nombre d'habitants de ces territoires ruraux, pas de tous. Je ne suis pas sûr que la ruralité soit aussi homogène que la façon dont vous la décrivez, mais je reconnais que vous avez peu de temps pour vous exprimer, donc c'est difficile de faire dans la nuance. Mais ce sentiment de relégation, il est ancien. Il n'est pas né il y a 3 ou il y a 6 mois ou il y a 9 mois. Il est très ancien. La politique que nous menons, elle a des objectifs qui sont clairs. Quand j'instaure le 80 km/h, ça n'est pas pour pénaliser tel ou tel Français, ça n'est pas pour pénaliser tel territoire plutôt que tel autre. Lorsque le 70 km/h a été installé sur le périphérique parisien, personne n'a dit il s'agit de pénaliser les habitants parisiens ou les habitants de l'Île-de-France. Il s'agit de prendre une mesure qui produit un effet
qui a d'ailleurs produit un effet, il y a nettement moins d'accidents sur le périphérique. Et bien c'est la même chose s'agissant du 80 km/h. C'est une mesure de sécurité publique, c'est une mesure de santé publique. Je ne me résous pas, monsieur, à 3600 morts tous les ans, à 72 000. Donc il n'y a pas de haine des territoires. En aucune façon. Et au contraire, le plan ville moyenne porté par Jacques Mézard, les accords que nous avons passés sur le développement du numérique sur tous les territoires, l'ensemble de ces mesures montrent qu'au contraire, nous sommes dans une politique d'aménagement, dans une politique de développement. Moi, je ne me résous pas à l'opposition des territoires entre eux. Léa Salamé. Autre texte capital qui arrive à l'Assemblée, la loi Asile et Immigration portée par Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur a expliqué hier, je cite, que certaines régions françaises sont actuellement en train de se déconstruire parce qu'elles sont submergées par le flux de demandeurs d'asile. Est-ce que c'est vrai, ça, monsieur le Premier ministre? Est-ce qu'il y a une submersion et une déconstruction de nos régions françaises en ce moment en France? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une concentration de sujets redoutablement difficiles à régler dans les mêmes endroits. Et qu'il faudrait être aveugle et sourd pour imaginer que ça ne pose pas un problème spécifique dans tel ou tel lieu ou tel territoire de la République. Voilà. Donc le ministre de l'Intérieur, il est pénétré par l'idée que nous devons, en matière d'asile, en matière d'immigration, trouver des réponses qui soient équilibrées entre une humanité absolument nécessaire parce qu'elle correspond à ce que nous sommes, et une fermeté absolument nécessaire parce que sinon, nous sommes débordés. Et c'est un équilibre qui est difficile à tenir. Quand j'entends un certain nombre d'opposants politiques, on me dit qu'il n'y a rien en termes d'humanité et tout en termes de fermeté. Quand j'entends d'autres opposants politiques, on me dit l'inverse, il y aurait tout en matière d'humanité et rien en matière de fermeté. Il n'y a pas que les opposants, monsieur le Premier ministre. Dans votre propre camp, beaucoup de députés ont des états d'âme. Non, nous essayons de faire en sorte de porter un texte équilibré qui permettra de mieux accueillir les étrangers qui sollicitent l'asile et qui ont vocation à obtenir l'asile. Et il y a beaucoup à faire, car l'accueil des réfugiés n'est pas bon en France. Et depuis longtemps, mais nous essayons aussi de faire en sorte que dès lors que ces procédures fonctionnent, les étrangers qui ne sont pas en situation régulière et qui ont vocation à rentrer dans leur pays puissent y retourner dans de bonnes conditions. Un dernier mot, Léa, peut-être. C'est ça l'équilibre, et c'est important de vouloir le respecter. Libérer notre invité. On va vous libérer, mais il y a beaucoup de questions sur le sujet, donc je vous la pose. C'est une question de Philippe de Paris sur l'appli France Inter. Il paraît que ce gouvernement veut lutter contre les fake news, alors demandez à son chef de nous répondre avec honnêteté, franchise et vérité. Ces services ont-ils tellement relu, revu et réécrit une interview de la ministre des Transports au point qu'elle n'était plus publiable par le journal Les Échos? Est-ce que c'est normal? Alors d'abord, c'est un fait que les Échos ont indiqué qu'ils avaient refusé de publier une interview qui aurait été relue par les services de Matignon. Je crois que la tradition de la relecture des propos qui sont tenus par un ministre dans une interview de presse écrite n'est pas nouvelle. Et si les Échos à ce point, et si les Échos considèrent que vous aviez trop réécrit. Moi, je n'ai aucune critique à formuler aux Échos en la matière. Non, la critique, vous êtes adressé. Mais c'est un choix libre. Vous êtes Premier ministre ou rédacteur en chef? Mais c'est un choix parfaitement libre qu'ils font. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une interview à La Voix du Nord. Il n'y a pas eu de relecture parce que La Voix du Nord s'était insurgée contre cette tradition ou cet usage. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai répondu aux questions de La Voix du Nord. Et vous remarquerez, Madame Salamé et Monsieur Demorand, que je suis ici en direct, que je réponds en direct, et que donc il n'y a pas de relecture. Et c'est très bien ainsi. C'est pas réécrit. Merci, Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe, d'avoir été au micro de France Inter ce matin. Merci à vous. Depuis 8h20.